largement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids élément. Question financière dans un premier À temps. votre avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, du salon Agrimax à Metz. Alors, est-ce que les agriculteurs ont réellement anticipé le retournement des cours? Malheureusement, les arbres ne montent pas au ciel et on sait qu'à un moment donné, on risque d'avoir un effet de ciseau qui peut être dramatique. Alors, pour débattre de cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Gascard. Bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes agriculteur à Lupy en Moselle, C'est ça. céréalier éleveur. Donc, vous pouvez parler des deux situations. À vos côtés, juste à côté, Frédéric Bolzinger. Bonjour Frédéric. Bonjour à vous. Vous êtes conseiller d'entreprise au CERF France de Moselle, donc vous avez une vision sur les comptabilités et vous pouvez généraliser peut-être ce qu'on va voir par ailleurs. À ma gauche, Frédéric Poinsignon, bonjour. Bonjour. Agriculteur écumiste et puis assez remonté des fois contre certaines choses, on aura l'occasion d'en parler. Et à vos côtés, Mathieu Goëry. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Président de l'AFNCUMA. La première question pour Frédéric. Vous qui avez une vision un peu sur les comptes, tout va bien pour les agriculteurs ou pas si bien que cela? Alors on va dire tout simplement que dans un premier temps, ça fait 2 ans maintenant qu'on a quand même de très bons résultats en agriculture, hein, avec des prix de marché qui sont relativement hauts depuis maintenant 2 ans. On commence à être un petit peu rattrapé, même beaucoup rattrapé aujourd'hui par tout ce qui est prix des intrants, hein, qui à ce jour commence à fortement grimper, maintenant depuis même plusieurs mois. Et donc du coup effectivement dans la question que vous avez émise en préambule, oui je pense qu'à aujourd'hui il faut s'attendre sur une vision assez court terme, hein, je pense, il faut s'attendre à un effet ciseau qui va arriver et donc du coup il y a des choix stratégiques à prendre en compte pour les années à venir. Alors, pour bien préciser les choses, ça va bien en céréales, c'est-à-dire que les cours sont encore assez élevés pour couvrir les charges qui ont fortement augmenté, et en élevage, ça donne quoi? Allez-y. Prendre la parole. Ah mais il faut, allez-y. En élevage, on va dire, je suis allaitant, donc je vais parler pour la partie allaitante. La viande a un cours qui est quand même assez satisfaisant aujourd'hui. On a rarement vendu aussi bien. Le seul problème, c'est que, comme disait Frédéric, au niveau des intrants, l'éleveur qui doit acheter ses aliments et qui n'est pas autosuffisant en céréales a le couperet des prix des céréales qui sont assez élevés, quoi. Donc je pense qu'on a tout type de situation sur le terrain, sur le territoire. Concrètement, vous, sur votre exploitation, ça va comment? Ah bah nous plutôt bien, on est autosuffisant, que ce soit en alimentation, en paille, on n'achète pas à l'extérieur, donc aujourd'hui l'élevage, pour ma part, se porte ça bien, roule. quoi. Ouais, Il faut le dire, quand ça va bien, il faut le dire. Ah c'est aussi comme ça qu'on fait venir les jeunes dans le métier, parce que si on se plaint tout le temps, on ne va pas y arriver. Et en lait, vous ne faites pas du lait, vous? Si, du lait de chèvre. Ah, alors, en lait de chèvre, ça se passe comment? Alors, nous, en lait de chèvre, je suis assez nouveau dans la production de lait de chèvre. Ça fait que 2-3 campagnes qu'on est dans la production de lait de chèvre. C'est nouveau dans la région, en Moselle. Pour le moment, les cours du lait de chèvre se tiennent bien. Le lait de chèvre était une production assez rentable. Mais on fait aussi l'effet ciseau, on l'attend. On est toujours aussi inquiet. Le prix du lait de chèvre est assez élevé pour le moment. Il est assez stable. Donc pour l'instant, ça va bien. On a quand même une inquiétude. Aujourd'hui, ça va. Demain, on ne sait pas. Bon. Et en production laitière vache, qu'est-ce que ça donne? On est tout à fait sur la même schématique, hein. Aujourd'hui, on a effectivement des structures qui valorisent bien le prix du lait, hein. On a connu certaines années noires sur la partie commercialisation. Maintenant, au même titre que tout, je rebondis sur ce que disait Sébastien. Aujourd'hui, une structure qui est autosuffisante sur un point alimentaire a une grosse carte à jouer au niveau de la pérennité en termes de rentabilité. Celui qui va acheter des aliments, on va se retrouver au même titre qu'on peut l'avoir sur les céréales, avec un effet ciseau qui va arriver beaucoup plus rapidement peut-être que les autres structures. Bon, vous l'avez dit, effectivement, on sait, il va arriver, on ne sait pas quand, mais on va avoir un moment où on risque d'avoir acheté de l'engrais très cher et d'avoir des cours beaucoup plus bas. Concrètement, les agriculteurs sont sérieux, ils n'investissent pas trop dans les tracteurs. C'est toujours un grand débat, hein, puisqu'aujourd'hui on a tout type d'agriculture, hein, on dit toujours sur 100 agriculteurs différents. On a ceux qui aujourd'hui anticipent un peu cet effet ciseau avec une thésaurisation assez rapide, hein, notamment au travers de certaines mesures qu'on a, des mesures fiscales, hein, comme la DEP où ils provisionnent. Des petites mesures. Des petites mesures, c'est vrai, mais des mesures. Voilà, il faut quand même les entendre, ils sont là. Donc
il y a cet esprit visibilité à court terme qui est mis en avant. Après, effectivement, l'outil de production doit continuer à être pérennisé. Donc, il y a aussi de l'investissement qui se fait. C'est normal, il faut que ça se fasse. Mais je pense que d'une manière générale, il faut que cet investissement soit raisonné de manière bien réfléchie pour justement éviter de se ceinturer rapidement la partie trésorerie au vu de l'effet qui risque d'arriver dans les temps. Vous êtes conseiller sur 10 agriculteurs. Il y en a combien qui, à votre avis, mettent de côté en prévoyant le retournement? Allez-y. Alors, c'est une question assez complexe, mais parce que ça Vous pouvez dépend. dire entre 2 et 3. Vous pouvez dire ce que une Non, fourchette. je pense qu'à aujourd'hui, si je prends les dernières comptabilités qu'on clôture en 2022, on va être oui, un bon gros tiers aujourd'hui qui le fait. Et suivant les optimisations qu'on peut apporter, nous, au niveau du conseil, on peut augmenter un petit peu ce ratio-là. Sébastien. Oui, en fait, au niveau du matériel, c'est vrai qu'il y a ceux qui investissent par besoin, parce que le matériel arrive à bout, il y a une nécessité de renouvellement, et ceux qui investissent fiscalement. Donc aujourd'hui, on a tout type d'investisseurs, mais les cours élevés ont tendance à pousser à l'investissement. Ensuite, aujourd'hui, il y a quand même un fait, c'est que le matériel est de plus en plus cher, il y a de la disponibilité qui est quand même de plus en plus tardive. Donc je pense qu'il y a aussi un marché de l'occasion qui se développe à côté de ça. Donc chaque agri résonne, comme on dit, devant sa porte, mais suivant différents critères, quoi. Frédéric, votre avis, et après Mathieu. Alors, nous, en CUMA, l'objectif, c'est justement, pour pallier à ces fluctuations de cours et marché, c'est d'être le plus constant possible dans l'utilisation. Ce qu'on vise, nous, c'est un coût d'utilisation. Le prix du matériel nous importe peu, entre guillemets. C'est le coût d'utilisation du matériel et un coût d'utilisation constant, sans évolution marquée à la hausse ou à la baisse. Donc c'est un des avantages du travail en CUMA, c'est d'essayer d'être constant. Au niveau de l'investissement, c'est un des avantages. On n'a pas cet effet-là, revenu, investissement, amortissement, ah mince, échéance à payer, ah ouais, mince, mauvaise année, zut, non, on essaye de lisser. C'est un outil de lissage pour nous, la CUMA, aujourd'hui, du côté investissement. Oui, mais Frédéric, on préparait cette émission, vous me disiez tout pousse au crime, globalement. La fiscalité, c'est ce qu'il y a de pire. Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, à eux de gérer leurs entreprises, de prendre le risque ou pas, d'investir, de ne pas investir, d'être constant. C'est une façon de gérer, donc chaque chef d'entreprise décide de sa façon de gérer, constant, prise de risque, prise d'investissement, chacun sa façon. Mathieu. Alors moi, je voulais intervenir sur le fait que je suis producteur de lait, de vaches laitières. Je pense que 2022 est une année transitoire, dans le sens où on n'est pas du tout sur les mêmes phénomènes qu'en 2020, où il y a eu de la sécheresse aussi. 2020, les éleveurs n'avaient pas de stock antérieur pour nourrir les animaux. 2022, il y a quand même du stock important de 2021, il y a eu du report. Parce qu'il y a eu une très bonne année, pour bien expliquer. 2021 a été une très bonne du année report. de récolte en termes de fourrage pour les animaux, donc on a du stock. Qui ont été utilisés en partie déjà sur 2022, mais les stocks, on le voit chez nous dans le Grand Est à l'automne, on arrive quand même à faire des coupes au corps d'herbe, donc ça devrait, on n'est pas sur de l'autonomie fourragère parce que la protéine, voire de l'énergie manque sur nos exploitations. Ceci dit, pour moi, tout ne va pas très bien en élevage pour autant, même si aujourd'hui, le souci économique n'est même pas le premier levier de maintenir des structures en place. C'est le souci humain. L'économique, c'est vrai que le prix du lait a augmenté. On est sur des prix entre 420, 30, 50, 60. Mais on voit que le lait bio ne suit pas la tendance quand même. Pour autant, on a des agriculteurs qui continuent la production, mais il y en a d'autres qui arrêtent la production. Et ce n'est pas un souci économique, c'est un souci social. Et c'est vrai que le prix de la viande aussi aujourd'hui contribue à faciliter la décision d'arrêt parce qu'il n'y a pas de salariés sur les exploitations, parce qu'il y a du matériel vieillissant. Il y en a quand même qui se posent la question aujourd'hui, mais est-ce que je vais remplacer ma mélangeuse distributrice ou est-ce que je vais arrêter la production laitière? Et c'est pour ça que nous, le réseau CUMA, on a des solutions. On est des acteurs des territoires et on permet de garder des exploitations familiales sur les territoires. Parce qu'on a le matériel à plusieurs, on a aussi des salariés qu'on peut partager et donc on facilite le travail de l'éleveur, les céréaliers aussi, mais surtout de l'éleveur sur les territoires. Et on est sur un territoire riche en nouveautés, en innovation. On a une CUMA qui s'est créée en 2022, interrégionale
quand on prend la Lorraine et l'Alsace, donc une CUMA qui rayonne sur la Lorraine et l'Alsace, qui travaille sur l'autonomie protéique à travers l'acquisition d'un toaster. Donc là aussi, on travaille, nous, à travers les GI2E, au niveau de la FR CUMA, mais au niveau national aussi, sur la capacité des groupes à réfléchir, à être plus autonomes et à faire des investissements économiques et pas fiscaux. Et je compte sur le CER pour nous accompagner là-dessus. Si vous avez besoin de formation sur comment fonctionne une CUMA, sur quels sont les intérêts d'une CUMA et comment conseiller aux agriculteurs d'être en CUMA, venez nous voir. Frédéric, quand un agriculteur vient vous voir, vous leur dites surtout n'investissez pas, défiscalisez pas, maîtrisez vos charges, allez en CUMA. C'est des discours qu'on peut tenir, oui, effectivement. Après, sans mauvaise pub ou bonne pub, hein, on est bien d'accord. C'est des discours qu'on peut tenir tout simplement parce que, comme on l'a dit aujourd'hui, la partie investissement est souvent très conséquente, hein, sur du matériel très spécifique, et c'est vrai, et il est vrai, et ça on sait communiquer dessus, il est vrai qu'aujourd'hui une adhésion à une CUMA avec des prises de part dans certains matériels, dans certaines sections, permettent aujourd'hui d'utiliser du matériel performant au niveau des exploitations qui ont peut-être du mal à investir, tout en préservant un niveau d'investissement et de trésorerie assez intéressant, c'est vrai. Ouais, mais il faut le dire, le prix du matériel augmente de 5%, voire 7% tous les ans. C'est une fatalité, mais bon, le prix de l'occasion aussi. Donc nous, on raisonne toujours en CUMA, coût d'utilisation, et on essaye d'être constant dans le coût d'utilisation jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas demain, mais jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé à maintenir un coût d'utilisation Constant ou vous augmentez? Pour le moment, dans nos CUMA, il est relativement constant parce que le marché de l'occasion derrière est porteur. Donc achat-revente, on arrive à être constant aujourd'hui dans le coût d'utilisation. Demain, on aura plus de mal quand même. La nuance surtout qu'on a au niveau des CUMA quand on est adhérent agriculteur dans une CUMA, c'est qu'on connaît exactement nos coûts de production à travers de la mécanisation. Et donc toi tu dis qu'on arrive à tenir les coûts parce qu'on achète à plusieurs et on arrive à contenir encore les prix d'achat en collectif. Par contre il y a un indicateur qu'on a tous individuel et collectif, c'est le coût de l'énergie, le GNR. Et ça va être un gros impacteur du résultat 2022-2023 qui n'est pas mesuré au-delà du coût d'évolution du matériel. Mais le matériel aujourd'hui qui est acheté, il a une progression de plus de 5% de ce que vous disiez. Mais il sera effectif que dans 12-18 mois. Parce qu'on est aujourd'hui sur des signatures de bons de commande pour du matériel qui n'arrivera que dans 12-18 mois. Et là, je ne veux pas défendre les constructeurs, mais c'est compliqué aussi pour eux de savoir quand ils vont construire ces matériels dans 12-18 mois, à quel cours sera l'acier, à quel cours sera la main-d'œuvre, à quel cours sera l'énergie, pour définir un coût d'achat aujourd'hui du matériel qu'ils vont devoir vendre ou qu'ils vont pouvoir vendre dans 12-18 mois. Frédéric, est-ce que vous pensez qu'on est entre deux eaux là? C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez le recul sur les comptes à passer, mais que peut-être il se passe quelque chose à l'heure actuelle que l'agriculteur ne mesure pas, avec le coût du GNR par exemple? Non, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment... Oui, on est entre deux eaux, mais je pense que tout agriculteur aujourd'hui a mesuré l'impact justement sur son exploitation de ces augmentations du coût de l'énergie. Hein. Aujourd'hui, il y a des gros postes, on va dire, de travaux qui font qu'on a une complétude des stocks assez régulière, donc on voit l'augmentation. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution sur ces postes GNR, hein, par exemple, hein, mais il y a une inflation, elle est là, elle est constante. Il y a une fluctuation qui est constante aussi. Donc, c'est des postes qu'il faut avoir à l'œil, mais qu'on ne pourra pas ou très difficilement optimiser. Bon, mais vous savez à mon sens. Vous avez bien vu les reportages sur les menuiseries qui ferment, des menuiseries qui ferment parce que leur facture électrique a été multipliée par 7. Donc, globalement, un agriculteur, avec la consommation d'énergie que vous faites, ça va être compliqué. Si je peux me permettre, au niveau du, bien sûr, allez-y. Au niveau du carburant, au niveau du matériel, on a les CUMA pour gérer le matériel en commun. Au niveau du carburant, on peut, pour ma part, c'est ce qu'on a fait, c'est un groupement d'agriculteurs où on passe des commandes en commun qui permet d'avoir des gros volumes, de tirer les prix. Vous avez pu faire baisser de combien en pourcentage? Ouais, je sais, en pourcentage, je ne pourrais pas dire, mais bon, quand on commande 5000 litres ou si on est une dizaine d'agriculteurs, on commande 100 000 litres, je veux dire, le prix est quand même pas pareil, quoi. Donc aujourd'hui, on vit sur une telle volatilité qu'il faut s'adapter au jour le jour avec les moyens qu'on a pour essayer de tirer les charges au minimum, quoi. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Je crois que les CUMA, vous réfléchissez à ça aussi, non? Le groupement, en fait, pour acheter du GNR.
Alors en CUMA, à l'échelle des CUMA, il y a des groupements qui se font quand la taille des uns et des autres est suffisante. Le GNR, c'est... En fait, on peut se mettre à plusieurs pour acheter du GNR. Après, il faut avoir les capacités de stockage aussi. Et on se rend compte quand même que quand on augmente la capacité de stockage, quand on passe au-delà des 6 mois, il y a l'effet ciseau qu'on va avoir au niveau des achats. C'est qu'à un moment donné, on va se faire avoir quand même par l'achat. Et donc, par rapport à la gestion de la trésorerie, il est plus important, je pense, aujourd'hui, d'être en approvisionnement régulier et de jouer sur l'effet volume quand même pour avoir un prix intéressant. Alors, vous aviez eu une super initiative, ça a bien marché pour les télescopes, c'était le fait de pouvoir acheter à plusieurs, une centrale d'achat, pardon, pour acheter les télescopes. Pour les tracteurs, ça a moins bien marché, pourquoi? En fait, deux explications sur le phénomène. Réexpliquer le principe quand même. Alors le principe, c'est effectivement que l'ensemble des CUMA de France puissent être réunis au sein d'une structure qui s'appelle CAMA-CUMA et où on est en capacité d'anticiper le renouvellement du matériel des CUMA, pas de l'agriculteur mais des CUMA, donc les matériels qui sont en CUMA, à travers la comptabilité, donc le choix des données et on sait anticiper le renouvellement, donc on sait à peu près combien de télescopiques, combien de tracteurs, combien d'épandeurs à fumier, d'épandeurs alizés, ainsi de suite, auront besoin les CUMA tous les ans. Approximativement, on ne sera jamais à une couverture de 100%. Donc l'objectif, c'était de faire des appels d'offres. Ça a très bien marché pour les télescopiques parce que les constructeurs de télescopiques, le gros marché qu'ils ont, c'est les boîtes de TP. Et les TP, ce n'est pas des petits agriculteurs, c'est que des grosses boîtes. Il y a l'Oxam, les entreprises de location aussi. Donc eux, ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Et donc, c'était assez facile pour le réseau CUMA de rentrer dans ce schéma-là à travers les télescopiques. Les tracteurs, c'est beaucoup plus complexe en 2022 parce que les carnets de commandes sont remplis. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'intérêt à répondre à vos demandes. Exactement. L'année où on a fait les télescopiques au niveau de CAMA-CUMA, ils ont fait les ancilleuses aussi. Les ancilleuses, même si l'entente illicite est interdite, il y a 4 constructeurs. On ne sait pas s'ils sont appelés, mais ils se voient au salon, ils se connaissent, donc naturellement... C'est un petit milieu, voilà. Clair. Ouais. Donc, ça veut dire que vous allez persister ou pas? Une fois qu'on a commencé, on ne va pas pouvoir reculer. Donc, on va persister. Il faut qu'on laisse passer les bonnes années pour les agrofournisseurs qui sont devant nous. Les plans de relance alimentent régulièrement ce genre de phénomène. On espère aussi que les politiques, à un moment donné, se posent les bonnes questions et ne vont plus dans ces dispositifs d'accompagnement qui finalement incitent l'agriculteur à acheter, incitent le fournisseur à augmenter ses tarifs, et puis ça crée aussi le bordel chez le fournisseur parce qu'il n'arrive pas à produire et à livrer dans les temps impartis. C'est pour ça que le réseau CUMA, on a beaucoup d'avantages. On est des consommateurs et des investisseurs réguliers. Peu importe la conjoncture agricole, quand on a un plan de renouvellement au niveau d'un collectif, on y va. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise année. Toute dernière question, on est arrivé au terme de cette émission. On sait que la conjoncture va être compliquée, elle est compliquée et elle va l'être. Et en production laitière, c'est vrai qu'on a une année qui est un peu en trompe-l'œil, parce qu'on sait que ça va être compliqué de produire de l'herbe de plus en plus. Et des fourrages, on va être dépendant de l'aliment. Ça va être compliqué. Est-ce que vous sentez que les agriculteurs viennent vers vous beaucoup plus en 2022 que les années précédentes? Ce que je vous disais tout à l'heure, une CUMA, c'est d'abord une aventure de groupe, entre guillemets, c'est d'abord un collectif. On va en CUMA pour travailler ensemble. C'est d'abord une vision collective du travail. L'économique, c'est la cerise sur le gâteau. Si on rentre dans une CUMA uniquement pour l'économique de façon opportuniste, l'opportunisme et le collectif, ce n'est pas forcément compatible. Donc la CUMA, c'est avant tout un travail collectif, une entraide, et une émulsion collective du travail et du partage du matériel. Et l'économique, forcément, va derrière. Et l'économie, il n'y a pas que l'économie de matériel, il y a l'économie de temps, de main-d'œuvre. Il y a tout un ensemble. C'est un ensemble d'abord travailler en CUMA. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas que l'économique. Mathieu, vous partagez? Moi, je suis persuadé qu'avec les nouvelles générations qui vont s'installer, qui ont plus de formation, plus de bagages, ils seront en capacité d'être des chefs d'entreprise différents des générations précédentes et ils auront un raisonnement beaucoup plus économique que fiscal. Et on compte évidemment aussi sur nos partenaires des centres de comptabilité pour nous orienter chez nous. 2022, on n'est pas encore sur la vague d'arrivée chez les CUMA.
mais probablement que ça va arriver, oui. Bon, et c'est sur ce mot positif qu'on va terminer l'émission. Merci beaucoup d'être venu ici en direct du salon d'Agrimax pour débattre. Et surtout, merci à vous et on se retrouve demain pour de nouveaux directs. Merci à vous. Plus largement des intrants Ça pas agricoles. d'accompagnement. Question financière dans un premier temps. À votre parce que avis, derrière, pourquoi La on le dit situation pas de Pourquoi ça l'élection semble président La Macron est distribution assez agricole se prépare